Salam alaikum, Azul, bonsoir. Nous sommes comme ces véhicules sans frein lancés à tombeau ouvert sur une pente très accentuée. Et plus ils vont vite. C'est le cas des événements qui marquent l'actualité, qui s'emballent chaque jour un peu plus, qui se précipitent et qui annoncent que le mur n'est plus très loin. Sauf pour ceux qui refusent de voir la vérité en face, qui se paient de bons mots et qui pensent que Dieu sera là pour y remédier quand les passagers de l'avion se rendront compte que le pilote a sauté en parachute. L'Algérie est donc entrée dans une zone de turbulence qui laisse augurer qu'elle ne tardera plus à se retrouver au cœur d'une très grosse tempête. Tous les clignotants sont au rouge. Et le plus étrange est que pendant que l'opinion publique semble ne montrer aucun signe, mais alors aucun signe d'inquiétude, les seconds couteaux du régime, les Sellal, les Yahya, tous ces gens-là, qui sont la façade visible du pouvoir, semblent être entrés dans une sorte de frénésie, de cacophonie. Ils s'agitent dans tous les sens, se livrent à des déclarations parfois hallucinantes, se contredisent les uns les autres, se tirent dans les pattes, se lancent des ordures à la tête. Et dans le même temps, d'autres forces sont en train d'émerger, qu'on n'attendait pas, qui ne vont pas dans le sens du régime, et dont l'un de ceux qui les représentent d'une façon ou d'une autre ne craint pas de livrer à la presse des déclarations pour le moins belliqueuses à l'endroit des tenants du pouvoir. C'est comme une veillée d'armes, sauf qu'on ne voit ni les troupes ni les états-majors, pour le moment du moins. Mais l'électricité de l'air et les éclairs avant-coureurs ne laissent plus de doute. Bientôt, nous entendrons tonner l'orage. Aujourd'hui. En-Nahar. Khalil, si j'avais joué au football avec Tawfiq, j'aurais évité tous ces problèmes. Par M. Oudina. Algérie Focus. Rapport de Transparency International, l'Algérie parmi les pays les plus corrompus de la région MENA. Par Messi M. Liberté. Journalistes, responsables politiques et militants associatifs ont exprimé leur soutien au collectif du groupe de presse, élan de solidarité en faveur d'El Khabar. Alors avec nous aujourd'hui, Sami Dziri, documentaliste qui nous parlera depuis Paris, Anwar Haddam, président du MLJS qui nous parlera depuis Washington, et Mustafa Mazouzi, journaliste qui nous parlera depuis Alger. Sami Dziri, merci d'être avec nous. Merci Jamaldine et je vous remercie. Je remercie aussi Maralbia ainsi que vos téléspectateurs. Merci Sami. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de Chekib Khalil? Il déclare publiquement devant les médias qu'il n'a aucune ambition politique. Il l'a dit, nous l'avons passé hier. Je n'ai aucune ambition politique. Je suis dans les Zaouïas à titre personnel. Et d'un autre côté, c'est une vraie pré-campagne électorale. C'est incroyable. Il fait le tour de l'Algérie, il est reçu un peu partout, on lui fait acte d'allégeance, les habituels relais du régime commencent à s'agiter, à faire des offres de services. Il passe hier à Nahar pour, paraît-il, une longue, très longue interview où il va s'expliquer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Sami? Moi, je pense que Chekib Khalil est venu en Algérie pour se réfugier. Réfugié parce que, bon, il est le tête de pont de ce système de rente qui a été constitué durant les 15 années où il était aux affaires, surtout à la Sonatrach, il était ministre de l'énergie également, président de l'OPEP. Et donc, les affaires vont sortir, bien évidemment, c'est pas seulement celle de l'Italie.
mais d'autres affaires. Et évidemment, il est rentré dans une phase de com à travers les Zaouïas, parce que les Zaouïas, en fait, dans les années 90, le pouvoir a exploité les Zaouïas pour s'opposer l'islam rural à l'islam urbain. À l'époque, c'était le fils et tous Mais Chakib Khalil, il va être cité dans des affaires, comme l'affaire Anadarko. En Algérie, elle a payé 4 milliards et demi. 4 milliards et demi. Elle a payé sans aller aux instances de litige internationales. Elle a préféré payer. Et donc, c'est lui qui était à la tête de la Sonatrach, était ministre de l'Énergie. Il doit s'expliquer comment se fait-il que l'Algérie a perdu. Oui, mais l'affaire a été enterrée depuis longtemps. Ils l'ont enterrée, ils ont considéré... En Algérie, peut-être. Oui. En Algérie, peut-être. Mais elle peut rebondir. Mais si l'Algérie, qui est le principal perdant dans cette histoire, dans ce qui a été infligé, pourquoi les autres parleraient c'est le régime qui... Pourquoi il a choisi cette option? Ils n'ont pas allé au litige, aux instances de litige, où l'Algérie pouvait sortir la tête haute et ne pas payer 4 milliards et demi. 4 milliards oui, et demi, mais c'est fait, ça a été payé, l'Algérie a été condamnée. Ça a été fait, mais oui. on n'a pas encore suivi. Chakib Khalil, il est dans une logique de blanchiment moral à travers les Zaouïas, mais sachant que ça a suscité sa visite, par exemple, à des Zaouïas, a suscité des réactions de résistance dans d'autres Zaouïas. Mais Jafar, pardon, Sami Dziri, Sami, j'aimerais vous poser une question. Comment se fait-il que les autres, j'allais dire, centres névralgiques du pouvoir soient aussi muets? On ne les entend pas. En ce moment, les seuls seconds couteaux qui bougent, ces responsables politiques de toutes sortes qui bougent et qui sont en façade, sont tous sous l'influence de Bouteflika. Personne, on entend, à part Rabrab, qui est sorti un peu du lot, on n'entend plus les représentants des autres relais supposés, des autres centres névralgiques supposés du pouvoir, celle de l'armée, par exemple. On ne les entend plus. C'est comme s'ils n'existaient pas. Tout simplement parce que c'est la phase on est dans une phase de préparation du successeur, d'où les lire qui a suscité le tweet de Valls. Parce que selon les accords qui ont été conçus bien avant, même ici au Val-de-Grâce, aux Invalides, c'est qu'on vous donne le 4e mandat, en contrepartie, préparer la succession et rester dans la ligne de stabilité des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie. Maintenant, l'Algérie n'a pas rempli sa part le régime algérien n'a pas rempli sa part de contrat parce qu'on n'a pas de successeur et les choses peuvent s'envenimer parce que la personne peut décéder à n'importe quel moment et elle sera la porte ouverte à toutes les options. Qu'est-ce que vous entendez par sa part de contrat, Sami Dziri? Qu'est-ce que vous entendez par sa part? C'est-à-dire après le 4e mandat, oui. Un an après, on doit préparer un successeur qui va aller dans la même lignée diplomatique et qui va stabiliser le régime. Et par contre, pour la France, c'est bien parce que bon, il y avait un projet aussi pour Peugeot, il y avait d'autres projets, y compris des contrats militaires et tout. Et donc, c'est normal. Les Français sont inquiets parce que ils ne contrôlaient plus la situation sur le plan sur la phase de succession. Mais justement, Sami Dziri. Les couteaux dont vous parlez, ce sont des porte-paroles. Mais justement, Sami Dziri, on dit, moi je vous vends ce qu'on m'a vendu, rien n'est vérifié. On dit que Saïd Bouteflika, qui aurait bien voulu, lui et ses protecteurs, être le candidat, il a un blocage, il ne peut pas. C'est un homme de l'ombre, il restait derrière et tout diriger, d'accord, mais être en façade, directement en face des gens, il n'est pas fait pour ça. Et donc on dit que son choix se serait arrêté sur Chakib Khalil parce que c'est le seul à qui il peut faire confiance et qui lui permettrait de garder le vrai pouvoir derrière. Parce que les autres, s'ils passent, dès qu'ils sont présidents, et si son frère n'est plus là, il le zappe, il le neutralise, il le liquide. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette version? Non, moi, sincèrement, je ne suis pas dans cette logique parce que Chakib Khalil, pour moi, est un leurre. C'est un leurre qu'il faut monter la sauce. Mais le vrai protecteur de la famille Bouteflika n'est pas Chakib Khalil, mais le général Hamel,
qui est plus protecteur que Chakib Khalil. Chakib Khalil traîne des casseroles. D'autant plus, on a vu la promotion de Hamel. Et on est dans une phase à la même longueur d'onde dans les années 90 où le régime d'Eltsine était vacillé et tout ça. Et c'est pareil, c'est une oligarchie qui a pris le pouvoir en Russie. Et puis, bon, on a sorti Poutine de nulle part, qui était juste un secrétaire auprès de Sobchak dans la mairie de Saint-Pétersbourg. Mais je ne pense pas que Hamel aura la carrure ou la pointure de Poutine. Mais le problème, c'est là, c'est trouver un successeur qui va protéger les arrières. Ça, c'est un très grave problème. Et les couteaux sont bien aiguisés, et puis la trahison, elle est là. On ne peut pas faire confiance à Ouihaya, on ne peut pas faire confiance à Saïdani, on ne peut pas faire confiance à... Et donc, c'est là que se réside le vrai cafouillage. Et quand là, vous dites vraiment, on ne peut pas... de l'incertitude. Quand vous dites on ne peut pas faire confiance à Saïdani Ouihaya, qui c'est on? Le on, c'est une partie, c'est la présidence qui, elle, veut avoir des acquis, des assurances comme quoi, donc après le départ, même promptueux de Bouteflika, même pour un décès ou par n'importe quel, ce qui peut arriver, c'est de ne pas être poursuivi. Et puis, parce que c'est un régime qui a caracolé, son attraque 1, son attraque 2, on va aller vers l'autoroute Est-Ouest, il y a un système de corruption qui a généré des choses graves. Et puis, vous avez l'état-major qui n'a pas donné son accord pour Yahya, par exemple. Il n'a pas donné son accord ni en plus pour un autre. Je reviendrai vers vous dans un moment, Sami Dziri. Je reviens vers vous dans un moment pour parler de cette histoire d'état-major, justement. Anwar Haddam, merci d'être avec nous. Vous êtes avec nous en Skype. Salam alaikum. Merci pour l'invitation. Alaikum salam, c'est nous qui vous remercions. Sami Dziri vient de nous dire que pour lui, Chakib Khalil est un leurre, personne ne pense à lui pour en faire un président, c'est juste pour occuper les opinions publiques et faire passer, selon lui, le vrai candidat qui serait El Hamel, le patron de la DGSN. Vous seriez d'accord avec cette version des choses? En tous les cas, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en tout cas, ce Chakib Khalil, c'est une énigme, mais ce qui est sûr, c'est ce qu'il fait maintenant, c'est une partie, une stratégie, entre guillemets, du pouvoir en place pour perdurer. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être laisser à ce pouvoir s'exprimer et montrer toutes ces... Par exemple, ce qu'il fait, si j'ai une minute, là, cette stratégie de faire bouger les zawiyas, je pense que elle vient d'une désinformation, elle vient d'une méconnaissance de la société algérienne. Parce que il y a... Anwar Haddam, je m'excuse de vous interrompre, le son n'est pas très bon, on va vous laisser, on va vous appeler au téléphone et vous resterez avec nous en image, nous vous reprenons dans un petit instant. Et j'accueille à présent Mustafa Maazouzi, que je remercie d'être avec nous. Mustafa. Bonsoir, c'est Jamal. Bonsoir, c'est Mustafa. Marhaba bik. Merci d'être avec nous. C'est toujours un plaisir, c'est Jamal. Merci. Alors, Mustafa, d'abord, cette histoire de Chakib Khalil qui dit ne pas avoir d'ambition politique, il l'a dit en face à la presse, il a été enregistré, la vidéo circule. Et il dit qu'il ne va aux Zawiya que pour des considérations très personnelles qui n'ont rien à voir avec le reste. En même temps, c'est une vraie pré-campagne qu'il prépare. On ne comprend pas. Qu'est-ce que c'est que cette affaire de Chakib Khalil? Et Sami Dziri vient de nous dire un instant que c'est un leurre. On le met en avant, mais en fait, ce n'est pas lui à qui on pense en lieu, que c'est plutôt Hamel, entre autres, peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez, Mustafa Maazouzi? Moi, je ne peux pas être d'accord avec l'analyse de votre ami pour la simple raison que si le pouvoir pense à Hamel, c'est qu'il a une stratégie, il a une perspective politique. Or, c'est un pouvoir qui vit au jour le jour. La preuve, par manque d'imagination,
et par manque de tact politique, il a fait entrer quelqu'un qui a fait l'actualité internationale, je dirais même, pendant presque une année sur cette histoire de son appareil 2. Donc aujourd'hui, rien ne se fait au hasard, Sidi Jamal. Parce que Cheikh Ibrahim, s'il est rentré, il n'est pas rentré d'abord sans garantie, et de deux, il est certainement demandé à ce qu'il soit lavé de ces crimes, comme on dit. Donc, ça me fait rappeler l'histoire de l'Obénite. Vous savez, quand quelqu'un veut se convertir au christianisme, le prêtre le fait rentrer dans l'Obénite, il lui dit tu rentres Mohamed, tu sors Jean-Paul. Nous, en Algérie, il rentre voleur, ils sont présidents. Donc, je vous dis une chose. Attention, il y a une grande manipulation. Cheikh Ibrahim peut être une carte entre les mains d'un pouvoir, un pouvoir qui a mal d'inspiration, qui est aux avoirs. Donc, parce que si réellement Cheikh Ibrahim n'avait pas d'ambition politique, pourquoi n'aurait-il pas choisi l'option la plus simpliste, c'est-à-dire de se faire oublier? Or, il fait tout à fait le contraire. Il veut gagner la polémique, il veut occuper les espaces médiatiques en se déplaçant aux Zaouïas. Et moi, ce qui me fait mal à Sidi Jamal, c'est que ces fameuses Zaouïas ont été manipulées, sont manipulées pour jouer un jeu malsain, et c'est d'accueillir comme le sauveur de la République, Cheikh Ibrahim. Mais Mustafa, pourquoi Saïd Bouteflika a-t-il choisi Chakib Khalil pour remplacer son frère? Pourquoi n'a-t-il pas opté pour une personne moins compromettante, plus présentable? Il faut aller dans Vous savez, Sidi Jamal, oui. Je vous réponds simplement, parce que Cheikh Ibrahim, il obéit à tous les critères exigés par le pouvoir. Et le critère le plus important, c'est qu'il soit du clan de Oujda. Vous savez qu'il est né à Oujda. Oui. Pour eux, c'est déjà un critère principal. Donc, il ne faut pas se poser des questions, Sidi Jamal. Si vous ne faites pas partie du clan de Oujda, vous ne pourrez jamais accéder au poste de la présidence de la République. Donc aujourd'hui, vous voyez, nous avons affaire à un pouvoir pourri qui veut nous réhabiliter quelqu'un. Sidi Jamal, je remonte le temps, aux années 2000, quand ce même ministre qui est accusé par les Italiens d'avoir reçu des pots de vin pour avoir des marchés de la Sonatrach, vous savez, il a été derrière, si vous vous rappelez, du fameux projet de loi sur les hydrocarbures. Il a voulu offrir une richesse du Sud sur les plateaux d'or aux Américains. Vous savez qui s'est opposé à ce projet? C'était Hugo Chavez, qui est venu spécialement voir le président Bouteflika pour le supplier de ne pas accepter ce projet de la honte. Donc aujourd'hui, Cheikh Ibrahim, pour le moment, il peut être leur solution à eux. Mais attention à l'influence, attention au contraste, c'est-à-dire un soulèvement populaire qui n'est pas écarté. Nous, par exemple, en Kabylie, nous avons déjà déjoué la tentative de le faire entrer à la Zaouïa de Chahal Daloul. Dieu merci, la Kabylie ne rentrera jamais dans le jeu de ces pourris qui nous gouvernent, Sidi Jamal. Ben justement, puisqu'on y est en Kabylie, au sujet de l'affaire Al-Khabar, Rabrab a déclaré ils ne me laissent pas passer, ils me font ce qu'ils me font parce que je ne suis pas de leur clan, parce que je suis kabyle et qu'ils ne laissent pas émerger les Kabyles. Qu'est-ce qu'il veut dire émerger, quand il dit il ne laisse pas émerger les Kabyles? Oui, il y a les Kabyles, c'est là les Kabyles. Oui. Oui, je vous écoute. Alors, quand il dit il ne laisse pas émerger les Kabyles, c'est là les Kabyles, oui, il y a les Kabyles. Toufiq et Kabyle, est-ce qu'il veut dire qu'il ne laisse pas émerger les Kabyles en tant que président? En tant que président. Est-ce que c'est ça qu'il voulait dire? Moi, écoutez, d'abord, il ne faut jamais douter du nationalisme avéré d'Issa Rabrab.
c'est pas quelqu'un qui a une vision régionaliste. Donc, moi j'ai bien compris son message. C'est-à-dire, lui, il n'a aucunement voulu dire aux Algériens que si j'ai des problèmes, c'est par le fait que je sois Kabyle. Non, loin de là. Parce que lui, déjà, en Kabylie, on le bloque. Alors, qu'on s'entende bien. Vous savez, c'est le cœur qui a parlé au Brab. Attention, c'est quelqu'un qui a toujours été honnête. Et son argent, contrairement à l'argent de Haddad qui est sale, lui, il a gagné sa fortune au prix de sacrifices. Donc aujourd'hui, Arbrad, si on l'attaque, c'est pour la simple raison qu'il s'est toujours démarqué de ces pratiques mafieuses de ce pouvoir. Vous savez qu'il était vice-président du FCI en 2004. Il a refusé d'être associé au soutien au président au candidat Bouteflika, Abdelaziz Bouteflika. Et c'est depuis ce jour-là qu'on a voulu le casser en utilisant un autre cadre qui s'appelle Ali Haddad, qui est président du FCI, et en édition, il se trouve que c'est un Kabyle. Malheureusement, ce Kabyle de service qui s'appelle Ali Haddad veut aujourd'hui ramener de la carte des hommes d'affaires et ça donne pas. Vous savez, dans cette histoire de Khabar, ce qui se passe, c'est scandaleux. Vous savez, c'est quelqu'un qui a voulu sauver un journal. C'est l'un des rares journaux citoyens qui ont une ligne éditoriale aux antipodes de thèse du pouvoir. Donc aujourd'hui, si on laisse quelqu'un reprendre un journal comme le Khabar, c'est-à-dire c'est le pouvoir qui sera affaibli. Oui, mais Moustapha, vous n'allez quand même pas nous faire croire que Rabrab n'a agi que pour sauver le Khabar. Juste comme ça, par pure philanthropie. Écoutez, c'est un homme d'affaires. Voilà, un homme d'affaires et qui a des ambitions politiques. Oui. C'est pas pour défendre l'homme Rabrab, mais moi je défends celui qui est en train de créer des richesses. En plus, ce n'est pas un voleur, Rabrab. Donc on doit le défendre. Il a créé des sociétés citoyennes. C'est quelqu'un qui emploie plus de 50 000 salariés, M. Djalal. Il est tellement honnête qu'il dit ce qu'il pense aujourd'hui. Si on lui interdit d'investir ici et là, c'est parce qu'il dérange par ses positions politiques. C'est vrai que lui, il a toujours soutenu Saïd Saadi, c'est une vérité, il faut le dire, parce que moi, je n'ai pas caché, je n'ai pas menti au peuple. Mais lui aussi, Moustapha Mazouzi. Moustapha Mazouzi, Rabrab aussi, est un homme d'affaires qui est sorti de l'ombre des plis du pouvoir. Sa fortune n'est pas tombée du ciel. S'il n'avait pas eu des proximités avec le pouvoir, il ne serait pas aussi riche. Il faut le dire. Nous n'avons rien contre lui, au contraire. Mais il faut dire les choses. Il ne faut pas biaiser certaines vérités. Mais peut-être qu'il a été soutenu par un clan du pouvoir, certes, mais c'est quelqu'un qui s'est toujours démarqué du pouvoir, qui gère d'une manière illégitime sur l'Algérie. Je vous fais rappeler qu'en 2001, il a loué un plan, Bdjaïa Alger, pour acheminer les marchands pour la marche du 14 juin 2001. Il a pris en charge des blessés du mouvement citoyen, des blessés graves par balle. Il les a transférés par ses propres moyens pour se faire soigner en France. Restez avec nous, Moustapha Mazouzi. Je reviens à Anwar Haddam qui ne s'est pas encore exprimé. Anwar Haddam, donc nous revenons à vous. Oui. Pour vous. Bien maintenant, ça va voilà, très bien, vous entendez très bien. Vous pouvez poursuivre ce que vous étiez en train de dire. Je vous en prie. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ce Chakib Khalil et aussi ce Rabrab, ils ne pourraient pas agir comme ils sont en train de faire sans l'aval du pouvoir ou une partie du pouvoir. Donc, pour nous, ce qui nous devrait nous intéresser, c'est ce pouvoir et son incapacité de mesurer les défis et de prendre la mesure des défis et les périls qui menacent le pays, l'Algérie. C'est ça le point important,
c'est que le pouvoir en place s'enfonce dans un déni total et dans une fuite en avant. Donc, c'est ça, c'est pour parce que sinon, et le peuple algérien, ça, il faut le bénounou hatchi, mais je pense que maintenant le peuple connaît tous ces magouilles. Donc, ce qui nous intéresse, nous, au moins en tant que membres de l'opposition, c'est de reconnaître aussi que l'opposition aussi a une partie, doit assumer une partie de la responsabilité de cette situation, parce qu'elle n'a pas pu peser sur le rapport de force existant en Algérie qui serait en faveur d'un changement. Donc c'est ça ce qui nous intéresse et qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que pour moi, franchement parler, tout ce qui se passe maintenant, c'est un pouvoir qui essaye toutes ces magouilles, toute cette stratégie entre guillemets pour perdurer. C'est ça ce qui... Et moi, c'est pour ça que j'avais dit qu'il faut laisser ce pouvoir parler et s'exprimer. Parce qu'à un certain moment, là, comme par exemple ce Cheikh Ibn Khalil, on nous l'a présenté comme un criminel, et après on nous le présente comme un sauveur, saint, etc. Donc, laissez-le, ils vont montrer leurs contradictions. Anwar Haddam, oui. Comment expliquez-vous la sortie de Cheikh Ibn Khalil qui a traité Saadani de populiste après que Saadani ait tout fait pour le blanchir? Il nous l'a présenté comme le meilleur ministre depuis l'indépendance, un homme très honnête, il a même dit qu'il a engrangé 1500 milliards de dollars, c'est un chiffre qu'il a inventé, que s'il revient, les cours du baril vont remonter, il a tout dit sur lui pour le flatter. Et comment il lui rend l'ascenseur? En le traitant de populiste. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Justement, ça reflète les contradictions, ça, parce qu'ils sont tous des marionnettes de ce pouvoir caché en Algérie. C'est ça. Et justement, il faut leur laisser le temps de s'exprimer et on verra toutes ces contradictions. Parce qu'il n'y a pas une politique. Le pouvoir en place n'a pas de politique pour l'Algérie, n'a pas une vision claire pour l'Algérie. Il est incapable de prendre la mesure, comme j'ai dit, des défis très graves sur l'avenir de notre pays. Il faut voir ce qui se passait au Venezuela ces derniers jours. C'est un pays producteur de pétrole parce qu'il y a la manne pétrolière qui s'effondre. Donc ils n'ont plus, comme État, ils n'ont plus de pouvoir d'achat pour les denrées alimentaires, etc. C'est ce qui se passera en Algérie si on perdure dans cette direction. C'est ça ce qui est... Justement, Anwar Haddam, justement, selon vous, d'après vous, comment va se décanter la situation? Vers quoi allons-nous aller? Qu'est-ce qui va se passer, d'après vous? La logique des choses, parce qu'il y a des chiffres qui parlent. D'accord? C'est Jamal Din. L'Algérie importe plus de 85% de ses besoins, de ses denrées alimentaires, de ses besoins alimentaires, etc. Les produits de première nécessité. Et tout cet argent vient d'où? Vient de la manne pétrolière. Maintenant, avec la baisse du prix du pétrole et en l'absence d'une économie de production, une économie diversifiée en dehors des hydrocarbures, d'où viendra cet argent? Donc c'est pour ça que si ce pouvoir n'arrive pas, il ne pourra pas, parce que avec cette mentalité d'économie de bazar, ils ne pourront pas changer du jour au lendemain et avoir une économie de production. Donc nous serons, et on fait face à un mur, comme vous l'avez dit dans votre introduction, et un mur auquel l'Algérie se rapproche de plus en plus. Il y a tous les signaux qui disent ça. Mais politiquement, qu'est-ce qui va se passer? Politiquement, qu'est-ce qui va se passer? La succession de Bouteflika, qui va le remplacer? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont s'entendre, se mettre d'accord les uns les autres? Comment vont-ils se mettre d'accord? Qu'est-ce qui va se passer politiquement? Moi, je pense, et ça, c'est pas du populisme, comme on dit. Je pense que cette période où, comme en Algérie, l'élite décidait entre elles sur la succession, etc., c'est une période qui est dépassée maintenant. Bien sûr, comme vous l'avez bien dit, vos invités l'ont bien exprimé, ils essayent mais ils ont oublié ce facteur que nous sommes dans le post-Arab Spring, dans le post-printemps arabe,
les peuples de la région ont changé. Oui, le peuple algérien semble être silencieux, semble être calme, parce que le peuple veut une stabilité. Mais ces gens-là confondent stabilité avec continuité. Stabilité ne veut pas dire continuité. Il arrivera un moment où, parce que Bouteflika va passer, comme nous tous nous allons passer, nous allons mourir. À ce moment-là, s'ils pensent à une continuité, s'ils veulent confondre continuité avec stabilité, là le peuple algérien, nous sommes sûrs qu'il se soulèvera. Et malheureusement, si l'opposition n'est pas prête, ça va être le chaos. Parce que nous, on ne veut pas le chaos aussi. C'est pour ça que l'opposition assume une certaine responsabilité, parce qu'elle a été incapable jusqu'à maintenant. Mais quelle opposition, Anwar Haddam? Quelle opposition? Est-ce qu'on peut parler franchement d'opposition? Est-ce qu'il y a une opposition? Même s'il y a au sein de cette opposition de bonne volonté, des personnalités très intègres, je n'en disconviens pas. Même des gens qui ont été dans le pouvoir et qui se sont repentis, si je peux dire, si je peux utiliser ce terme, et qui sont revenus vers le peuple. Mais sinon, sur un plan, j'allais dire, du terrain, quelle opposition qui ne peut pas mobiliser quelques milliers de personnes, qui n'est pas audible, qu'on n'entend pas, qui ne décide de rien, qui n'arrive même pas à se mettre d'accord, qui n'arrive même pas à alerter l'opinion sur l'imminence sur l'imminence d'une catastrophe. Quelle opposition? Oui, justement. Bon, ça, l'un des facteurs défavorables à cette opposition, c'est le manque de moyens pour s'exprimer, pour unifier leurs actions. Donc c'est pour ça que moi, ce que j'appelle opposition, tous ceux qui le passé est le passé, d'accord? Parce qu'il faut tourner la page à un certain moment. On ne peut pas être otage du passé sans l'oublier. On n'oublie pas le passé, mais il faut être capable de le dépasser afin de penser au présent et au futur. Donc moi, tous ceux qui maintenant, aujourd'hui, sont convaincus que le pouvoir en place en Algérie devient un danger réel pour le futur de l'Algérie, et qui sont tous, ils veulent tous un changement réel, effectif, pacifique bien sûr, mais un changement réel. Ces gens-là doivent s'unir. C'est pour ça que nous en tant que mouvement, nous pensons qu'il est nécessaire d'avoir une instance nationale comme un lieu de réflexion et d'action unificatrice. Mais ça existe déjà, ça existe, l'instance existe, mais il n'en est rien sorti de décisif. Il n'y a rien. Non, ça existe, comme l'opposition existe, comme les partis politiques existent. Mais est-ce qu'elle est réellement ce qu'elle déclare être? Donc moi j'essaie en essayant d'être unificateur, d'être rassembleur. Je ne veux pas lancer des flèches à droite et à gauche, d'accord? Donc, mais je leur dis que si on veut réellement avoir une instance nationale, il faut qu'elle soit nationale. Cela veut dire qu'il faut qu'elle soit inclusive. Il faut se débarrasser de cette mentalité d'exclusion. Mais est-ce que ce n'est pas plutôt, Anwar Haddam, est-ce que ce n'est pas plutôt, excusez-moi de vous interrompre, Anwar Haddam, est-ce que ce n'est pas plutôt l'indifférence de la société à l'endroit de l'opposition, des politiciens, une société qui ne fait plus confiance à qui que ce soit et qui est complètement occupée à autre chose? Est-ce que ce n'est pas plutôt ça, la réalité? Non. Comme j'avais dit, décrire la situation, c'est très bien, parce que c'est ce qui se passe actuellement. C'est que le peuple algérien a perdu confiance dans cette élite, entre guillemets, parce que même définition de l'élite devient péjorative, bien que un peuple ne peut pas survivre sans une élite. C'est ça ce qu'il faut. Mais cette élite doit être nationaliste. C'est ça, le peuple algérien a perdu confiance. Le système en place en Algérie a fait que le peuple a perdu confiance dans cette élite. Donc cette élite-là, puisqu'il ne peut pas y avoir de changement sans élite. Restez avec nous, Anwar Haddam, nous allons faire un dernier tour de micro pour essayer de répartir le temps de façon équitable. Nous revenons à Sami Zeri. Oui.
Samit Zeri, je vous disais tout à l'heure que j'allais vous poser la question de vous demander pourquoi on n'entend plus l'armée. C'est comme si elle n'existait pas, les décideurs militaires, alors qu'on sait que dans le premier cercle, celui qui est autour de Bouteflika et de Gaït Saleh, il y a une soixantaine au moins de généraux, de corps d'armée, majors, les chefs d'armes, les chefs de région, les gens du haut commandement. On ne les entend plus, ils ne décident plus de rien, ou alors, s'ils décident, c'est vraiment qu'ils sont bien silencieux. Qu'est-ce qu'ils deviennent, ces gens? Je crois, Jamaldine, bon, l'armée, vaut mieux qu'elle ne prenne pas position. Parce qu'elle va aller, ça sera contre-productif. Par contre, je reste convaincu que si jamais le peuple y bouge, l'armée ne bougera pas contre le peuple. Ah, et qu'est-ce qui vous fait croire Parce que les prérogatives, vous savez, maintenant, le général Hamel, il a augmenté les salaires de ses agents pour taper du médecin, pour taper de l'enseignant, pour taper sur des gens qui ont le savoir, qui veulent un changement. Et donc, c'est eux qui vont aller au charbon. Et non, mais qu'est-ce qui vous fait dire, Samit Zeri, que cette fois-ci, s'il se passe quelque chose, l'armée sera du côté du peuple? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est juste romantique ou... C'est pas comme... Vous savez, l'armée a fait partie du corps constitué. Mais la police, elle a dépassé en effectif le nombre de l'armée. Et c'est elle qui gère, la police qui gère ce qu'on appelle les troubles à l'ordre public. Et donc, l'armée, elle se réserve à ses prérogatives de défense. Mais ça a toujours été le cas. Pourtant, quand il a fallu tirer sur les gens, c'est l'armée qui a tiré sur les gens. En 88, en 92, durant la décennie rouge. Oui, ça c'est en 88. Mais depuis, il y a beaucoup de mutations au sein de l'armée. Il y a toute une génération d'officiers qui a émergé et qui sont dans les rangs inférieurs à ceux des gens que vous avez évoqués. Et ils ne sont pas dans cette logique. Ils savent très bien. Et ce régime, ils savent très bien que... Moi, je pense que l'armée jouera le pourrissement pour politique. Elle ne peut pas intervenir. Elle peut intervenir à l'ultime recours. Et puis ce régime, comme il a dit votre interlocuteur, n'est pas menaçant seulement pour le peuple algérien et pour l'Algérie, il est menaçant même pour les intérêts des étrangers. Vous avez la position de la France récemment, et vous avez les Américains aussi, qui ne sont pas contents de la situation. Pourquoi on ne peut pas sortir de la crise? Tout simplement parce qu'il y a un verrouillage des champs politiques. On n'a pas émergé des gens. Samit Zeri, très rapidement, parce que votre temps de parole va bientôt être épuisé, vous pensez vraiment que si la France et les États-Unis n'étaient pas d'accord avec le régime serait encore en place? Le régime, il joue sans tout va. Et je vais vous dire quelque chose de très important. C'est que, bon, comme la France, les États-Unis et autres, parce que maintenant, on va aller, c'est le danger, c'est que la marge de manœuvre ou la solution ne sera pas algérienne. Elle ne sera pas intrinsèque à la situation en Algérie et aux hommes politiques algériens. Elle sera entre les mains de l'étranger. Et là, les mains de l'étranger vous imposeront des choses. Ils vous imposeront des choses, et les choses qu'ils vont imposer, ils ne sont pas en faveur ni de l'Algérie ni du peuple algérien. Vaut mieux trouver une solution le plus tôt que possible et sortir de la crise une fois pour toutes et laisser les détritus qu'on voit tous les jours à occuper la presse et occuper les tournées des popotes chez les Zaouïas et tout ça, et une fois pour toutes. Parce que merci Samit Zeri, merci Samit Zeri. Moustapha Maazouzi, très rapidement, selon vous, ça va évoluer comment tout ça? Si Jamal, vous me permettez, j'ai juste un commentaire sur la position de l'ANP. On ne se leurre pas encore une fois. J'ai entendu votre invité dire que l'armée, c'est son grand déterminateur. L'armée n'est pas neutre. L'armée de Gaït Saleh a pris position avec le régime de Bouteflika. C'est elle qui a permis, en 2008, la violation de la Constitution pour lui permettre un troisième mandat. Et le plus grave, si elle veillait à l'application de la Constitution, si elle avait appliqué ses prérogatives, elle n'aurait jamais dû laisser se présenter tout en sachant qu'il n'avait ni les facultés mentales,
une faculté physique pour être président. Donc la situation est grave, M. Djamel. Moi, vous avez parlé de l'opposition, c'est vrai. Si aujourd'hui le régime de Bouteflika est fait parce qu'il n'y a pas d'opposition, toute honte dit, l'opposition a fermé le problème de l'Algérie dans les élections présidentielles. Ils ont fait tout un congrès à Zéanda pour nous dire qu'il faut aller vers des élections. Mais il faut aller vers un changement du régime, M. Djamel. C'est ce que demande le peuple. Et si aujourd'hui le peuple ne marche pas avec cette opposition, parce qu'elle n'est pas à sa hauteur, nous ne reconnaissons qu'un seul héros en Algérie, c'est le peuple, M. Djamel. Quand moi je vois Manuel Valls, exploiter la photo de Bouteflika et que les partis du pouvoir disent que c'est une humiliation pour l'Algérie, moi je dis que la pire des humiliations de l'Algérie, c'est d'avoir accepté un quatrième mandat. Et aujourd'hui, l'opposition doit écouter ce que dit le peuple et doit donner au peuple ce qu'il veut écouter. Pas faire dans la lampe de bois ou dans la politique politicienne. Aujourd'hui, je vous le dis solennellement, nous n'avons pas de président. Il y a eu un faux usage de faux. Il y a une mafia qui gouverne à la place du président. Et c'est grave, nous avons tous honte d'être algériens en ce moment. Merci Moustapha Mazouzi, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Anwar Haddam, le mot de la fin, en moins de 3 minutes. Moustapha Mazouzi vient de nous dire que si le peuple n'est pas avec l'opposition, c'est que tout simplement celle-ci n'est pas à sa hauteur, nous dit-il. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est ce que j'essaie de dire, de m'exprimer, c'est que, bon, il faut comprendre qu'il n'y aura pas de changement sans une mobilisation populaire, d'accord? Mais cette mobilisation populaire ne peut se faire sans qu'il y ait une certaine opposition donc il faut réorganiser cette opposition, il faut qu'elle soit inclusive et il faut qu'elle réfléchisse sur l'alternative. Et il ne faut pas éluder les problèmes essentiels. La question de la position de l'armée dans l'État, la question de la religion et de la politique, etc., la question de la gouvernance démocratique, c'est tous ces points-là qu'il faut justement, il faut se débarrasser de ce passé, de se libérer de ce passé, du passé récent de l'Algérie, et de penser ensemble à une alternative. Lorsqu'il y a cette dynamique politique au sein de l'opposition, et avec le peuple qui suivra, nous sommes sûrs qu'au sein de l'armée, parce que l'armée en tant que telle, premièrement, ne pourra pas bouger maintenant tant qu'elle ne s'est pas réorganisée elle-même. Parce que nous sommes pour l'unification de l'armée, l'unité de l'armée, mais ce qui se passe à l'intérieur, il y a quelque chose de très grave. Parce qu'il faut pas oublier, ça c'est un autre sujet, c'est un long sujet ça, mais l'essentiel c'est ça. Il faut pas en 2 mots, qu'est-ce qui se passe de si grave au sein de l'armée, en 2 mots? Comme ça, on fera une émission sur ça la prochaine fois. Une armée qui n'arrive pas à changer son état-major, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce qu'une armée moderne doit être une armée de constitution. Mais ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. Oui. Ça a toujours été le cas. L'armée algérienne a toujours eu le pouvoir, elle a disposé du pouvoir. C'est elle qui a dirigé le pays à travers les uns ou les autres. Mais là, en ce moment, moi, je m'attendais à ce que vous me disiez justement que non seulement le pouvoir lui a échappé, mais c'est qu'elle est devenue un outil entre les mains de relais et de centres de décision qui ne sont plus en Algérie. Oui, c'est pour ça. Bon, c'est l'état-major qui est devenu un relais. D'accord? Oui, oui, oui. Donc, il faut justement qu'il y ait un change, parce que une armée moderne, et je pèse mes mots, une armée moderne ne peut pas avoir un tel état-major. Il faut qu'elle soit au service du peuple, par le biais de ses élus. D'accord? Donc il faut qu'il y ait une démocratisation des institutions de l'armée. Ça c'est tout un travail qui devrait se faire. Et ça fait partie du changement que nous voulons instaurer en Algérie. Mais il n'y aura pas ça sans qu'il y ait le déclenchement. Ce déclenchement d'un soutien populaire. Mais le mouvement populaire ne viendra pas sans une opposition réelle. Merci Anwar Haddam. C'est un sujet très intéressant que celui que vous venez de soulever.
Nous essayerons d'en parler dans nos prochaines émissions. Sinon, merci à vous, Anwar Haddam, merci Samit Ziri, merci Mustafa Mazouzi, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Bqaw ala khair, bissalama.